Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées ce matin. On va dire que dans le cadre de notre think tank, The Cross Channel Institute, et en association avec l'ambassade de Grande-Bretagne, donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour un 30 minutes with Monsieur Bruno Sportis, qui est président directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, l'INRIA. Donc vous êtes diplômé de l'école polytechnique, docteur en mathématiques appliquées. Donc, si on remonte un petit peu dans votre carrière, en 2012, vous êtes conseiller numérique à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. Puis en 2013, vous êtes directeur adjoint du cabinet de la ministre déléguée à l'économie numérique, aux PME et à l'innovation, Fleur Pellerin. Et dans ce cadre-là, vous avez coordonné avec elle le plan interministériel, une nouvelle donne pour l'innovation, et dont le lancement donc, de la French Tech, qui fait suite à l'initiative Ambition logicielle amorcée par l'INRIA. En 2014, vous devenez directeur général délégué de TUAD, qui est une TI qui est spécialisée dans les, on va dire, dispositifs médicaux. Puis, en 2016, vous franchissez le pas de l'aventure entrepreneuriale, donc qui vous a conduit avec Agnès Guéraz et Éric Gossier de créer Scopé, une start-up mêlant l'intelligence artificielle et le traitement automatique du langage, et cela en partenariat avec le laboratoire d'informatique de Grenoble. Puis, plus récemment, en 2018, vous avez été missionné par Frédéric Vidal, Bruno Le Maire, Mounir Moujouli et Florence Parly pour proposer une implémentation d'une agence européenne de l'innovation de rupture en articulation avec la mise en place de l'European Innovation Council au sein du propre programme cadre européen et de R&D. Vous avez été nommé en 2018 par le président de la République, Emmanuel Macron, président directeur général de l'INRIA. Donc, ma première question, Monsieur Sportis, va porter sur, on va dire, la souveraineté numérique européenne et son autonomie, je veux dire, face à la Chine et face aux États-Unis. On voit bien qu'il est important que l'Europe puisse défendre ses intérêts économiques, ses valeurs et garantir son autonomie. C'est un enjeu qui est primordial, d'autant plus face à la multiplication des menaces dans la cyberspace, avec ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine. Donc, Frédéric Fillou, qui est un journaliste et qui est aussi professeur à Sciences Po, défend, lui, que la souveraineté numérique européenne est dépassée. Entre autres, il cite le système Galileo qui a pris à peu près 16 ans pour rattraper le système GPS américain. Il dit que désormais, ce qui compte, c'est l'anticipation et la sécurité. Et donc, il prend comme exemple Apple, qui, lui, donc, sur un exemple bien précis, donc, ne raisonne pas en flux tendu, mais signe des contrats pour des composants pénuriques avec énormément d'avance par rapport à ce qui se fait. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez de cette autonomie et comment vous voyez l'évolution de cette souveraineté. Bonjour à toutes et à tous. Bon, d'abord, je tiens à remercier la Chambre de commerce franco-britannique et puis Cross Channel Institute pour cette invitation qui, évidemment, m'honore et honore INRIA. Et puis, ça va nous permettre de partager quelques convictions sur le numérique, c'est le sens de vos questions, de présenter aussi INRIA aux membres de la Chambre de commerce et puis de donner éventuellement des éléments de perspective sur notre vision, notre envie sur les partenariats franco-britanniques dans le numérique. Donc vraiment, merci pour cette opportunité. Ensuite, par rapport à votre question, moi, je pense qu'il faut vraiment se méfier des mots autour de souveraineté numérique, autour d'intelligence artificielle. Le numérique se caractérise quand même par beaucoup de vagues où chacune remplace la précédente et amène ses mots. Voilà, et il peut y avoir des représentations très différentes selon les acteurs de ce que l'on met derrière souveraineté numérique et intelligence artificielle. Par exemple, moi, je pense que ce qui compte, c'est les enjeux très concrets auxquels tous les acteurs sont confrontés, que ce soit des acteurs privés, vos entreprises, que ce soit les États, que ce soit l'Europe, dans leur capacité à pouvoir répondre à leurs objectifs stratégiques. Et c'est quoi les enjeux en 2022 ? D'abord, si on se retourne, il y a quelques années, le numérique, c'était un sujet de tuyaux, c'était un sujet d'IT, c'était un sujet
d'informatisation incrémentale où on espérait des vagues gains de productivité. Ça, c'était il n'y a pas longtemps, hein, il y a 5-10 ans, et y compris quand on parlait aux états-majors des entreprises. Et en 2022, c'est juste au cœur, enfin, je pense que vous êtes bien placés pour le savoir les uns et les autres dans vos organisations, c'est au cœur des préoccupations des entreprises parce que ça a un impact sur les chaînes de valeur, ça a un impact sur les organisations, ça a un impact sur les cycles d'innovation et c'est cœur stratégie. Voilà. Et c'est vraiment la réalisation de ce que, moi j'aime bien cette phrase de Marc Andreessen, qui est un des grands investisseurs de la Silicon Valley, l'inventeur de Mosaic, le premier navigateur complet sur le web, de Netscape, la première entreprise tournée vers Internet. Le logiciel dévore le monde. Donc, on y est là maintenant. Voilà. C'est ça, je pense, les enjeux, au-delà des mots. Donc, de quoi on parle? On parle évidemment de la vague de l'intelligence artificielle, whatever that means. Je parle sous le contrôle d'un spécialiste, Benjamin Gage, qui est le directeur du programme INRIA London et qui est avec nous. Bonjour Benjamin, et qui est un chercheur en intelligence artificielle. Donc, ça veut dire en clair la capacité à combiner des masses de données qui viennent de capteurs, qui viennent du web, qui viennent d'activités humaines avec des algorithmes, avec de la puissance de calcul et puis avec des utilisateurs dans des entreprises, dans des administrations, mais déjà dans des entreprises qui savent que ça peut aider considérablement leur activité en termes de prévision pour créer de la valeur. Voilà, donc c'est de ça dont on parle. On parle des enjeux, vous l'avez évoqué, liés à la sécurisation du cyberespace, avec une explosion du nombre d'agressions, avec aussi un croisement avec l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des masses de données à exploiter pour être capable de manière beaucoup plus, on va dire, anticipée, prévenir les attaques, détecter les intrusions, pouvoir y répondre. Voilà, donc il y a des nouvelles vagues, on va dire, de technologies, de concepts et de technologies aussi en cybersécurité. Et puis, c'est le déploiement aussi, et à chaque fois, le numérique avance comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la prochaine bataille est à mener parce qu'il y a des, comment dire, il y a des nouvelles donnes qui peuvent être, il y a une redistribution des cartes qui peuvent avoir lieu. C'est les prochaines générations du cloud qui seront différentes des précédentes, beaucoup plus proches, on va dire, avec beaucoup plus de puissance de calcul embarquée, beaucoup plus proches des objets, donc on parle Internet des objets. C'est, si on va beaucoup plus loin, mais avec une capacité de transformation massive, c'est peut-être la construction d'un ordinateur quantique. Donc, ce n'est pas pour demain, dans 1 an, mais c'est peut-être dans 5 ans. Et ça veut dire que c'est une puissance de calcul qui est infiniment plus élevée que celle dont on dispose actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers d'activités pour simuler des nouveaux matériaux, simuler des nouveaux médicaments, sécuriser les transactions telles qu'on les connaît actuellement qui peuvent être mis en cause. Voilà, donc, c'est tous ces enjeux qui sont devant nous, sans parler des enjeux sectoriels. La transformation numérique de la santé, la transformation numérique de la mobilité, la transformation numérique de l'éducation. On est dedans et ce n'est pas fini. Donc, ce que je veux juste te dire, c'est que dans le numérique, c'est sans cesse en train d'accélérer, c'est sans cesse en train de changer. Et il y a les acteurs qui sont passifs et les acteurs qui veulent être capables d'anticiper. Et les enjeux, c'est l'accès aux compétences, parce que derrière, ce sont des cerveaux. Donc, est-ce que les divers acteurs, que ce soit les entreprises ou les États pour leur propre usage et politique publique, veulent se doter des compétences nécessaires pour suivre ces évolutions successives? C'est l'accès à des technologies, et l'accès à des technologies qui sont souvent des infrastructures au même titre que les routes, au même titre que les infrastructures d'électricité. Les logiciels qui sont derrière la cybersécurité, qui sont derrière l'intelligence artificielle, sont des infrastructures de l'économie au même titre que les routes maintenant. Donc, soit on a des entreprises et des États qui, on va dire, subissent d'autres infrastructures, soit elles sont capables, parce qu'elles ont les compétences, parce que ces acteurs ont les compétences, d'être acteurs des prochaines infrastructures. Voilà, c'est ça les enjeux. Et donc, moi, ce que je veux juste dire, c'est ma recommandation liée à mon expérience. J'ai travaillé, vous l'avez rappelé, dans mon parcours, dans des petits groupes, dans des moyens groupes, dans des grands groupes, avant 2012, dans des grands groupes, dans 2 grands groupes avant 2012, au sein de l'État. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a ceux qui regardent passer les trains ou qui embarquent en 2e classe dans les trains avec des tickets qu'ils payent très, très cher, parce qu'ils sont dépendants d'autres acteurs. Et puis, il y a ceux qui se dotent
des moyens en matière de compétences, en matière d'accès aux technologies, en matière d'anticipation. Et ceux-là, ils seront gagnants et garderont leur chaîne de valeur ou leur part de leur chaîne de valeur demain. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de nouer des partenariats avec le front de science et le front de technologie. Et le front de science et le front de technologie, c'est le monde, on va dire, de la recherche, le plus haut niveau. C'est par exemple l'INRIA, voilà. Mais d'autres acteurs aussi. Ok, super. Donc, pour continuer là-dessus, on peut dire qu'en fait, les États-Unis ont créé une gigantesque agence de recherche-développement qui initialement était destinée à un usage militaire. Et cette agence-là est très puissante puisqu'elle est dotée d'un budget de 3,5 milliards de dollars. Donc, en fait, il y a eu énormément de choses qui sont sorties de cette agence-là, entre autres. Donc, ils ont créé l'exosquelette, le GPS, Internet, tout ça. Donc, face à ce géant, l'Europe s'est lancée en 2018 dans la création, je veux dire, d'une autre agence, la JD, le Joint European Disruptive Agency. Cette agence-là donc, est dotée d'un budget plus modeste, de 250 millions d'euros, et on a du mal à tenir la comparaison. Donc, moi, je me dis, compte tenu des enjeux, pourquoi l'Europe n'a toujours pas sa propre DARPA? Qu'est-ce qui empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui empêche de vraiment être sur la même ligne que les États-Unis, on va dire? Alors, merci de la question. Alors, en fait, l'initiative européenne sur le sujet existe. Ce n'est pas l'initiative JEDI. L'initiative JEDI est une initiative autonome qui est portée par quelques acteurs et qui, à ma connaissance, n'est pas financée. Voilà. Non, l'initiative européenne, c'est de l'Union européenne, vous l'avez cité, hein, c'est l'EIC, European Innovation Council. Ouais. Alors, il se trouve que je le connais bien, que je la connais bien, puisque vous l'avez rappelé dans le descriptif de mon parcours. Vous étiez bien informé, puisque moi, j'ai participé dès le début à la conception de l'objet dans le cadre du travail entre des États membres, dont la France et l'Union européenne. Le concept, c'est bien faire une DARPA, il faut enlever le D, donc DARPA, hein, Defense Advanced Research Project Agency, dédié aux usages, aux technologies duales, à usage dual, civil-militaire. Et là, c'est bien faire une ARPA en enlevant le D au niveau européen. Donc, ça a été lancé en 2018 sur une phase prototype de 2 ans, 2018, 2019, 2021. Ça a été on va dire, séché pour un vrai lancement en 2021, en présence d'ailleurs du président de la République et d'Ursula von der Leyen, dans le cadre du nouveau programme communautaire Horizon Europe. Et c'est doté de 10 milliards d'euros, sur les 7 ans qui viennent. Voilà, avec, et ce qui est important, et je fais partie du conseil de l'advisory board, on va dire, vu la genèse de l'objet, le président du conseil étant Mark Ferguson, qui est un entrepreneur irlandais. Et ce qui est important, c'est les dynamiques qu'il y a derrière l'EIC, le changement de paradigme sur l'innovation. Je pense que ça intéressera aussi les membres des entreprises qui sont dans l'audience. D'abord, ça reconnaît que le sujet, c'est l'innovation de rupture. Et comment on va jusqu'à l'innovation de rupture qui change la donne. Vous parliez de dirigeable rigide qui peut peut-être changer la donne pour, je ne sais pas, le transport de marchandises. Entre autres. Ouais. Entre autres, voilà. Donc, c'est la reconnaissance, ce sont des startups technologiques qui peuvent porter innovation de rupture parce que c'est quand même, on va dire, le retour d'expérience qu'on a. Ensuite, c'est la capacité à accompagner dans la durée ces projets dès leur phase de conception jusqu'à leur phase de diffusion massive en ayant, ce qu'on ne sait pas très bien faire en Europe, on va dire, des réflexes de go-no-go, c'est-à-dire de test and fail. Mais en ayant la capacité d'aller jusqu'au bout en mobilisant des moyens de financement massifs au fur et à mesure qu'on avance. C'est bien ce que fait la DARPA. C'est la capacité à piloter avec des directeurs de programme, des directeurs et directrices de programme, des programmes managers, des portefeuilles thématiques dans les nouveaux matériaux, dans la mobilité, dans les biotechnologies, dans le quantique, parce qu'évidemment que les sujets ne sont pas les mêmes dans chacun de ces domaines. Et c'est aussi la capacité d'articuler le niveau national et le niveau européen, le financement public qui est là pour dérisquer en amont des projets sur lesquels le capital risque
a de la peine. Mm. Le capitaliste n'aime pas toujours le risque, contrairement à ce que Et ça, c'est sûr. à son nom, à dérisquer en amont par du financement public, et puis de mobiliser sans faire peur au financement privé qui, lui, peut permettre le passage à l'échelle. Donc, c'est tout ça l'EIC. Ça a été lancé vraiment il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc maintenant, avec un outil, je l'ai dit, à 10 milliards d'euros, et donc il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt pour avoir des retours d'expérience, mais c'est des vrais changements de paradigme. Et après, ce que je veux rajouter, c'est qu'aux États-Unis, on est toujours tétanisé en Europe par la DARPA, mais à raison, parce que c'est Internet, parce que c'est le GPS, parce Énorme, que c'est des technologies qui ont été agrégées aussi qui ont bien servi à l'iPhone d'Apple. Je recommande le livre de Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, qui démontre un certain nombre de choses. Mais on oublie toujours qu'aux États-Unis, il y a un réseau thématique d'agences de ce type, parce que l'innovation n'est pas la même dans l'énergie, dans la santé, dans la biologie, etc. Et donc, il y a la ARPAE sur l'énergie, il y a la IARPA sur l'intelligence au sens anglo-saxon du terme, il y a la BARDA sur la biologie, et il y a en cours de discussion dans le cadre du mandat Biden une ARPA-H, le H de santé, bien sûr. C'est ce réseau thématique qui est extrêmement intéressant, moi je trouve, parce que les dynamiques d'innovation ne sont pas les mêmes selon les secteurs. Je pense qu'on devrait regarder ça en Europe, dans les divers pays. Et INRIA, pour moi, c'est d'une certaine manière une ARPA-N, N pour numérique, parce qu'on a une capacité à mobiliser des écosystèmes, on a un ADN de projet, on assume le fait qu'on produit des technologies, on assume les partenariats avec les acteurs industriels. Donc, on est aussi à voir, au-delà du fait qu'on est un grand acteur de la recherche, bien sûr, comme un embryon d'ARPA-N, au moins en ce qui concerne la France. Voilà. Ok. Oui, en fait, la souveraineté numérique européenne passe par des chercheurs, mais surtout par la traduction de leurs résultats, on va dire, dans la société. J'ai parlé On de a toujours start-up. l'impression, oui, on a toujours l'impression que les Américains savent transformer, on va dire, une découverte fondamentale en une innovation de rupture qui débouche sur une production industrielle à grande échelle. Mais on se dit comment supprimer cette barrière, on va dire, entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et puis directement, comment replacer la science et l'innovation au cœur de la société. C'est quand même c'est l'enjeu que l'on a en Europe. Oui, donc votre question, c'est comment on passe de la recherche à l'innovation et à de l'impact économique, si Voilà. je me Oui, permets tout à fait. de reformuler. Donc, Ouais. il se trouve que hier, il y avait la conférence de la présidence française de l'Union européenne dédiée à l'innovation à Saclay, sur le plateau de Saclay. Et il se trouve que je faisais la keynote sur l'innovation de rupture. Voilà, donc je ne vais pas vous imposer 1 heure de keynote que j'ai faite hier, mais juste en résumé, juste pour dire que en Europe, on a souvent tendance à mettre des adjectifs à côté des mots recherche. Recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche moins appliquée, recherche moins fondamentale. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est des concepts inopérants et que ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a de la recherche, il y a de la bonne recherche et de la mauvaise recherche. Et dans le numérique, et donc le sujet n'est pas de savoir quel est l'adjectif qu'on met à côté, savoir si c'est fondamental appliqué. Et dans le numérique, tout va très vite. Dans le numérique, il y a un théorème qui est fait au tableau par Benjamin Gage. Il a un doctorant qui ne finit pas sa thèse, désolé Benjamin, mais qui a envie de se lancer dans une entreprise sur la base de ce théorème. Il est dans un écosystème où il y a des acteurs du capital risque qui prennent le risque de financer dès le début ce projet de start-up. Au bout de 6 mois, l'ancien doctorant de Benjamin revient le voir parce qu'il y a quand même un problème sur l'algorithme qui ne lui permet pas de passer à l'échelle sur son application, et Benjamin, qui est très bon, arrive à le résoudre. Et le lendemain, eh bien, la start-up lance sa série A et elle connaît un déploiement derrière. C'est ça la dynamique. Donc, le sujet n'est pas de savoir comment on passe de la recherche à l'innovation par un chemin linéaire, c'est d'avoir des gens bien câblés qui sont ouverts et avec des fenêtres ouvertes dans des écosystèmes où il y a des scientifiques, où il y a de la technologie, où il y a du capital risque, il y a aussi de la commande publique et des financeurs. Voilà. Et donc, nous, ça, c'est chez INRIA, c'est vraiment notre philosophie. Donc, on n'est pas dans le discours, oh là là, c'est compliqué, le long chemin de la recherche à l'innovation. C'est votre ADN, en fait. Pour nous, pour le résumer en anglais, parce que on va dire, c'est dans les bouquins célèbres sur l'innovation, une phrase moi que j'aime bien, c'est a plate of spaghetti and meatballs, l'innovation. Et donc, ça veut dire que c'est de la recherche, de la techno, de la capacité à faire démarrer des startups. Tout est intégré.
Mais alors, pour ça, il n'y a pas de mystère. Pour que ça marche, il faut de la recherche au plus haut niveau. Bon, c'est pour ça que, par exemple, chez INRIA, on est quand même assez fiers d'être le premier établissement de recherche au niveau européen en matière de bourse ERC. ERC, c'est European Research Council. C'est les petits prix Nobel de l'Europe. Petit n'est pas péjoratif, mais on va dire, parce que c'est souvent jeune, c'est souvent en début de carrière, mais c'est extrêmement sélectif. INRIA a eu 80 bourses ERC, 80 lauréats ERC depuis 10 ans dans le numérique. On est de loin le premier établissement en Europe. Je crois que le deuxième en a plus de 2 fois moins. Et puis, on est systématiquement parmi les ou la première, le premier établissement ranké dans les grandes conférences internationales sur l'IA. Donc, il faut de la recherche de très haut niveau. Il faut de la capacité à produire des technologies. Chez INRIA, c'est évidemment du logiciel dans nos domaines. Et chaque année, il y a une centaine de logiciels qui sont édités par INRIA. Il y en a qui ont des impacts mondiaux. Par exemple, je pense à Scikit-learn, qui est une bibliothèque pour manipuler les données, pour faire de l'IA, pour le dire très simplement, qui est systématiquement classée dans le top 5 des grandes bibliothèques internationales, mondiales, aux côtés de celles de Facebook et de Google, pour ne pas les nommer. Il faut une proximité avec le capital risque. Ben oui, pour créer ces startups, il ne faut pas qu'il y ait de mur. INRIA, ça fait depuis plus de 20 ans qu'on a créé notre propre société de gestion, qu'on est complètement imbriqué dans l'écosystème du capital risque, parce que derrière, c'est du vocabulaire commun, c'est de la culture commune. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude, on va dire, en ce qui nous concerne. Et notre devise, d'ailleurs, c'est excellence scientifique et transfert. Et c'est bien pour ça qu'on a un nombre croissant de partenaires qui viennent nous rejoindre. Voilà. INRIA, c'est un écosystème. Il y a INRIA, il y a aussi la fondation INRIA à côté de nous, qui est aussi un moyen pour les entreprises d'avoir des partenariats avec nous sur ce que vous avez appelé les grands enjeux de société. La Fondation INRIA, elle se positionne sur la transformation numérique de la santé, la transformation numérique, enfin, le développement durable et le numérique, la transformation numérique de l'éducation et la société numérique de confiance et d'innovation, c'est-à-dire confiance, cybersécurité, innovation, l'IA, avec 2 axes transverses, notre programme entrepreneurial et notre programme high risk, high payoff, c'est-à-dire vraiment les grandes ruptures scientifiques qu'il faut anticiper demain. Voilà, donc moi j'ai un discours volontariste sur les sujets que vous avez. Ok. Ma question porte bien sûr, hein, donc vous développez un petit peu aussi bien en interne qu'en externe, mais vous avez aussi développé sur pas mal de partenariats scientifiques. Hein. L'INRA participe donc au développement technologique d'une dizaine de grands groupes industriels comme Airbus, EDF, Orange, PSA. Et via des partenariats stratégiques et orientés vers la création et l'innovation à l'interne. Pourquoi il est important et comment faut-il développer ces partenariats d'après vous? C'est important parce que la préoccupation, c'est l'impact. Le seul sujet, c'est l'impact. Une bonne part de l'impact dans le numérique passe par l'innovation, pas seulement, mais passe par l'innovation. Et l'innovation, à 99%, ça passe par des entreprises parce que tout simplement, il faut avoir des modèles pérennes, des modèles durables, des modèles de financement durables. Et puis, il faut avoir une capacité de déploiement industriel, souvent au niveau mondial. Les technologies numériques, où elles sont mondiales ou elles n'existent pas, me semble-t-il. Voilà, et donc c'est pour ça, c'est la préoccupation de l'impact. Donc derrière, il faut des modalités de partenariat, il faut de l'ingénierie de partenariat. Ce sont des partenariats stratégiques, c'est-à-dire où on partage de la vision, où on partage des feuilles de route avec des groupes qui ont une certaine taille. Vous en avez évoqué certains. Ça peut être aussi des projets conjoints. L'ADN d'INRIA, vous en avez parlé, c'est des projets. INRIA, c'est 230 projets. 230 projets qui sont créés pour 4 ans, avec derrière 3500 à 4000 scientifiques, ingénieurs, donc des projets d'une vingtaine de personnes, assez focalisés sur, on va dire, sur 4 ans. Ces projets peuvent être conjoints avec des entreprises, pour autant qu'on arrive à s'accorder sur une vision et une feuille de route. Et puis, ça peut être beaucoup plus structurant en termes de visibilité pour notre partenaire et en termes de capacité à, j'assume le terme, prescrire des thèmes. Ça peut être à travers la fondation INRIA, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et ça peut être extrêmement visible pour nos partenaires.
Je veux zoomer sur les partenariats franco-britanniques. Enfin, je pense que c'est le moment. Donc, nous, on est convaincus qu'il est clé de renforcer les partenariats franco-britanniques parce que la Grande-Bretagne est une grande terre du numérique, bien sûr, la terre de Turing. Ça fait partie de nos priorités stratégiques à l'international de développer nos relations avec la Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, on a créé une antenne à Londres pour monter ce que l'on appelle le INRIA London Programme, que dirige Benjamin, avec plusieurs composantes, des composantes avec notamment UCL, University College London, mais au-delà des partenariats avec l'ensemble des acteurs académiques britanniques dans l'IA, aussi dans le cadre de la stratégie française pour l'intelligence artificielle que coordonne INRIA, pour lequel INRIA a un mandat du gouvernement. Voilà, donc on est en train de monter tout ça. On est en train de lancer un programme spécifique de la fondation qui est dédié à INRIA London Programme, pour lequel on sera heureux de nouer des partenariats avec un nombre restreint d'entreprises, avec évidemment une capacité d'accès on va dire, à l'ensemble d'INRIA. Voilà. Et on est évidemment à disposition pour en discuter avec les acteurs qui souhaiteraient en savoir plus. Okay. Alors, on parle beaucoup de France, de Grande-Bretagne. Donc, la France se targue d'avoir dépassé les 25 licornes en janvier 2022. Mais il faut savoir que sur les 100 licornes européennes, la première est suédoise, et la deuxième, les troisième et quatrième sont britanniques. La Grande-Bretagne est un pays qui compte le plus de licornes en Europe. Ils en ont 36, nous en France on en a 26. Comment on peut expliquer cette concentration britannique dans les succès de la tech, et le Royaume-Uni présente-t-il des best practices dont la France et l'Europe pourraient s'inspirer? Alors, d'abord, ce qui me chagrine, d'abord, hyper content, je suis très content qu'il y ait 26 licornes en France. Le petit bémol que je vois, c'est pas que la Grande-Bretagne en ait plus, c'est qu'il y ait 0 CEO femme à la tête de ces 26 licornes. Parce que ça, c'est un vrai sujet quand même dans le numérique, de se priver de la moitié ou quasiment la moitié de l'humanité sur ces sujets. Voilà. Donc, une fois dit ça, il y a une vraie culture de la start-up en Grande-Bretagne depuis longtemps, et l'innovation, la capacité à faire réussir, à faire prendre la mayonnaise, c'est un sujet de mayonnaise qui prend ou qui ne prend pas, une histoire entrepreneuriale, me semble-t-il. Ça se construit dans le temps. C'est une culture d'écosystème qui se construit dans le temps. Donc, ça fait depuis longtemps qu'il y a une vision moderne de l'innovation au UK. C'est normal que ça marche bien. Il y a une proximité avec les États-Unis, qui sait ce que c'est que le capital risque, qui sait ce que c'est que cette culture startup depuis très longtemps aussi, au même titre qu'Israël, par exemple. Il y a un tissu académique de très haut niveau, il y a des VC, il y a un vrai écosystème VC en Grande-Bretagne. Bon, tout ça fait que c'est normal, pour répondre à votre question, que UK ait des très bonnes performances. Et pour autant, la France, elle s'est engagée il y a une dizaine d'années. Vous rappeliez le lancement de l'initiative French Tech en 2013 environ, dans cette dynamique startup, en assumant que c'était pour une large part les startups, et notamment les startups technologiques, ça reste un enjeu devant nous, qui peuvent fortement renouveler notre tissu productif. Bon, il faut du temps pour arriver à passer à l'échelle. Enfin, en 10 ans, on est passé de 0 licorne à 26 licornes, avec un vrai écosystème de financement, avec des vrais acteurs du capital risque privé, avec un outil public, BPI France, qui joue un rôle clé. Donc, je pense que la dynamique, elle est très forte en France, et ça va aller croissant parce que c'est de la capitalisation par des entrepreneurs qui réussissent et qui réinvestissent ensuite dans un écosystème. C'est bien ce qu'on a observé aux États-Unis, ce qu'on observe dans les grands pays d'innovation, et ce qui commence à avoir lieu en France. Voilà, donc moi, s'il y a une chose on va dire, j'envie à la Grande-Bretagne, c'est le Nesta, qui, je trouve, joue un rôle absolument remarquable en termes de capacité à porter une vision très moderne de l'innovation auprès de l'État. Et après, sur votre question sur l'État britannique, et après, sur votre question sur les best practices, ben oui, sur des sujets sur lesquels il faut en permanence, comme on est en permanence challengé, comme en permanence il faut être au meilleur niveau, ben, il faut en permanence être capable d'analyser, de comparer, d'aller chercher les bonnes idées chez les voisins. Et si vous avez
on va dire, vous, de la connaissance de best practices manifestes de la Grande-Bretagne qu'on devrait avoir en France, moi, je suis très preneur à ce que ça soit partagé. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que le point qui est très positif, c'est l'évolution aussi des mentalités françaises qui sont de plus en plus ouvertes à ce genre de prendre de risques sur l'innovation. Et ça, je veux dire, ça fait pas depuis très longtemps où on s'aperçoit que l'innovation est vraiment au cœur de l'évolution de l'économie, quoi, et du futur de la société. C'est culturel d'abord, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est culturel, il y a un changement sociétal là, qui est en train de se passer et qui est pour le plus grand bien, on va dire, de toutes nos sociétés. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je voulais savoir peut-être s'il y a des questions par rapport à Catherine. Oui, il y a une question d'Olivier. Olivier, tu veux poser ta question? Oui, très volontiers. Bonjour, Monsieur Sportis. D'abord, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin et j'ai lu vos paroles. L'innovation est un élément qui est tellement structurant et important pour l'avenir de notre pays et de l'Europe dans son ensemble. Je suis à titre personnel assez intéressé finalement à voir comment on pourrait construire un projet d'entreprise avec INRIA, parce que je dirige une entreprise qui fait vraiment de l'édition juridique qui s'appelle Lefebvre Dalloz. Et donc, nous sommes à la pointe de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est recherche dans le langage qui est le droit. Et tout ce que vous faites est évidemment d'un grand intérêt. Mais là, je voudrais vous entendre plus sur le côté un peu plus large, un peu plus européen, puisque le Digital Act, le Digital Service Act vient d'être signé. C'était un des engagements du président Macron. Et je voulais savoir, est-ce que vous le voyez, aussi bien le Digital Service Act ou le Market Act, est-ce que vous les voyez comme des limitations potentielles justement de l'innovation au sens large en Europe, ou au contraire, vous pensez que c'était absolument nécessaire pour clarifier l'environnement dans lequel on travaille en Europe et finalement vous l'avez dit, c'est vrai que la souveraineté est un élément un mot un peu galvaudé, mais en tout cas donner un cadre plus précis et plus protecteur pour l'Europe. D'abord, bonjour monsieur. Merci de votre question. Sans ambiguïté, le deuxième cas, il y a un écho, je m'en excuse. Et donc, c'est bien sûr un terrain qui va renforcer la capacité à développer l'innovation en Europe. La régulation, c'est un instrument clé. Donc, vous faites référence aux deux directives, une DMA, marché, et l'autre DSA, service, on va dire, pour le digital, qui est de fait une régulation des grandes plateformes numériques. C'est ça en pratique. Donc, moi, mon analyse, c'est que c'était absolument majeur qu'on le fasse pour que les acteurs européens aient un terrain de jeu faire. Voilà. Donc ça, c'est fait et ça va être fait et c'est très bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour qu'il n'y ait pas d'effets collatéraux pervers, on va dire, de ce type de régulation, il est important que ça soit aussi connecté aux acteurs, que l'approche ne soit pas que juridique et que ça soit vraiment connecté aux acteurs technologiques. Je m'explique. Réguler la technologie et réguler les plateformes à travers DSA, DMA, c'est évidemment indispensable. Mais pour réguler la technologie, il faut des technologies, parce que sinon, ça peut être extrêmement incantatoire. Je dis juste ça parce qu'il se trouve qu'INRIA est actif auprès du régulateur numérique français et j'espère demain européen pour développer les technologies qui vont permettre la mise en œuvre d'une partie de DSA, DMA. Par exemple, quand on régule une plateforme sous l'angle, on cherche à voir qu'il n'y a pas que les algorithmes de recommandation ne contreviennent pas au droit de la concurrence, au droit du consommateur, parce qu'ils détectent, quand vous venez sur une plateforme, que vous êtes un homme avec un certain revenu et qu'on a envie de vous proposer des prix différents d'un autre type, on va dire, de prospect. Bon, évidemment, ça contrevient au droit de la concurrence et au droit du consommateur. On peut le prescrire en termes de droit, en termes juridiques, pardon, mais il faut des technologies pour le vérifier. INRIA travaille avec le régulateur numérique français et demain européen, j'en suis persuadé, pour développer les technologies qui permettent de le faire.
Et donc, il faut de l'expertise scientifique et technologique pour que le cadre de régulation que vous avez évoqué, qui est indispensable, puisse être appliqué et puisse être bien appliqué. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Parfaitement, et je vous rejoins à 100%. Je pense sincèrement que le droit dans son ensemble et la réglementation spécifiquement sont autant d'éléments qui doivent porter l'évolution de l'économie en Europe et qui peuvent être une vraie différence pour nous. Et je pense que là, on a quelque chose à faire au niveau européen pour nous assurer qu'on avance tous ensemble. Ce sera une belle démonstration de la puissance européenne et ça nous donnera autant de… Comme vous l'avez bien précisé, ça donne ce cadre qui est indispensable pour que l'innovation fonctionne à plein régime. Donc oui, je vous rejoins tout à fait et merci. Encore bravo pour ce que vous faites à l'INRIA parce que je trouve que c'est vraiment énormément de dynamisme qui sont tout à votre honneur et dont on a bien besoin actuellement, encore une fois, pour porter notre économie. Merci à vous. Catherine, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, j'entends pas. Non, il n'y a pas d'autres questions. Non. Ok. Bon, écoutez, les 30 minutes, voilà. Sont écoulées. Bon, d'accord. Ok. Donc, écoutez, je voulais vous remercier pour votre éclairage et pour votre vision sur l'innovation, sur la souveraineté numérique européenne. Et puis, je voulais aussi dire que la Chambre de commerce franco-britannique était donc ravie de vous avoir et qu'on espère développer ensemble une collaboration et voir comment on peut avancer dans certains domaines. Donc, merci encore. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées et qui ont assisté à ce débat qui était très intéressant. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée.